une demande quant à l'acceptation de cet enregistrement. Voilà. Donc, cette petite formalité étant faite, donc je vous rappelle qu'on met tous les webinaires du PEPR Forest, et donc y compris de ce PC2, sur la chaîne YouTube du projet, que vous pourrez retrouver à partir des liens qui sont donnés dans le site web qui est nouvellement donc disponible. Voilà. Et que donc nous sommes sur 2 webinaires du mois de mai, de consolidation et d'expression d'intérêt. La semaine dernière, on était une trentaine. Cette semaine, donc là, comme vous voyez, on est 17. On a vraiment pour objectif aujourd'hui effectivement, autour de ce tour de table, de commencer à constituer cette communauté autour des multirisques et d'essayer d'abord de se connaître. Donc, le tour de table qui va suivre va nous permettre effectivement de nous présenter les uns les autres et de présenter à la fois notre institution d'origine, nos unités de recherche rapidement, et puis d'exprimer un intérêt sur les multirisques, un projet de travail dans le cadre de ce PC qui peut être à différents niveaux de maturation. On n'est effectivement pas forcément encore très bien organisé pour travailler sur les multirisques. C'est un sujet émergent, Marielle l'a dit, et par conséquent, le travail qui va être réalisé pendant le mois de juin va être justement de structurer cette communauté, de donner une cohérence au projet et d'assembler un certain nombre d'éléments de base qui sont vos expressions d'intérêt, de façon à aller vers un projet complet et cohérent. Alors, on est sur une phase de transition entre une lettre de cadrage qui a été déposée auprès de l'ANR en février, qui est en cours d'évaluation et qui n'est pas complètement évaluée à ce stade. On a souhaité démarrer cette phase 2 de consolidation sans avoir le résultat complètement acquis de cette phase d'évaluation. Les coordinateurs du projet, donc Arnaud, qui est présent aujourd'hui, et Christophe Plomion, ont déjà été auditionnés par le comité scientifique de l'ANR qui s'occupe de ce PEPR, et des premiers retours sont attendus par rapport à cette phase de consultation, d'examen du dossier écrit et de l'audition. Donc, on a déposé un cadrage qui reste effectivement un cadre autour duquel on va construire. Ça donne des indications. Vous avez donc ces 5 tâches qui ont été décrites dans le détail par Marielle, qui donnent une idée de la structuration proposée, mais bien évidemment, dans la phase de consolidation, en fonction des expressions d'intérêt, le cadre va bouger. Naturellement, le cadre va bouger. On va s'ajuster autour de vos propositions et constituer quelque chose de cohérent, périmètre, qu'est-ce qui est inclus dans ce projet ciblé, qu'est-ce qui ne le sera pas, et puis une structuration en tâches avec, à terme, l'image d'un projet européen quant à l'objectif de structuration qu'on souhaite atteindre. Alors, ce qui ne sera pas dans ce projet ciblé aura une chance d'être, comme l'a dit Marielle, repris au travers d'appels à propositions qui seront faits dans le cadre du PEPR Forest en année 2024 et 2025. Donc voilà, ce sera une façon de compléter et de consolider l'approche multirisque par ce deuxième instrument de financement. Mais tout ce qui pourra être embarqué dès le départ devra l'être, mais à la condition que l'ensemble forme quelque chose de cohérent, un petit peu comme l'objectif que l'on a quand on construit un projet européen. Voilà, à la fois avec des travaux conceptuels, fondamentaux, académiques, mais aussi avec les outils appliqués qui permettront d'apporter des réponses aux questions des gestionnaires, des opérateurs et aussi de la société. Alors, pour le moment, les participants à cette phase de consultation et d'expression d'intérêt sont bien évidemment à différents niveaux de maturation et d'appropriation du projet. Vous avez peut-être assisté à d'autres webinaires pour d'autres projets ciblés. Vous posez peut-être la question de savoir dans quel
projet ciblé, positionner votre expression d'intérêt. C'est normal à ce stade, vous inquiétez pas, ça va se décanter progressivement. On va essayer de vous aider dans ce sens aujourd'hui aussi. Et puis, on vous encourage à participer au webinaire des projets ciblés qui pourraient concerner vos thématiques. Donc, tour de table qui permettent de commencer cette structuration de communauté. Donc, ce qu'on vous propose pendant ce tour de table, c'est à minima, si vous n'avez pas d'expression d'intérêt encore suffisamment formalisée pour la présenter, à minima, présenter votre équipe, ce que vous faites, vos disciplines et d'où vous venez, quelle est l'origine géographique, mais aussi les terrains sur lesquels vous travaillez. Et puis, si vous avez une proposition, quel que soit son degré de maturation, c'est important de l'exprimer aujourd'hui, assez rapidement, hein, de façon à ce que le tour de table ne soit pas trop long, et sachant que vous pourrez ensuite le formaliser sous la forme de la maquette que vous a proposée Marielle, et qui sera déposée le plus rapidement possible, donc à la fin de la semaine, sur le site, sur le SharePoint du projet. Voilà, donc expression orale, expression écrite un peu plus formalisée. Il faut considérer ces expressions comme des briques de base. Évidemment, ça va bouger. On va avoir un travail pendant le mois de juin où certainement on fera des rapprochements entre propositions. Vous-même, vous avez déjà peut-être commencé à discuter avec d'autres chercheurs de votre unité, avec d'autres unités qui pourraient apporter des compétences complémentaires dans la proposition que vous voulez faire. Donc, ce travail de consolidation, on le poursuivra. Et on aboutira donc à la structuration du projet. Profitez aussi de ce tour de table pour poser des questions, hein, des questions sur le PEPR, des questions sur ce PC en particulier, sur le positionnement de ce PC par rapport aux 4 autres, ou des questions sur la méthode de travail. On essaiera d'y répondre. On a la chance d'avoir Arnaud qui représente le PEPR dans son ensemble et qui pourra répondre à des questions plus générales sur Forest. Voilà, donc je garde un œil aussi sur le chat. N'hésitez pas à écrire des remarques qui seront ensuite diffusées. Hein. On va enregistrer le chat aussi et ce sera mis à disposition. Je propose, pour organiser notre tour de table, de procéder tout simplement en vous donnant la parole par ordre d'apparition sur les vignettes qui sont devant moi. Donc voilà, donc si vous en êtes d'accord, je vais commencer par donner la parole à Mina Poulkinen. Mina, est-ce que tu m'entends? Voilà. Oui, Bonjour. bonjour. Je suis ingénieure de recherche au laboratoire d'inventaire à Nancy. Et puis, on n'a pas encore de propositions concrètes, mais on a parlé au labo des méthodes d'inventaire pour estimer les effets des perturbations, des risques. Et puis, il me semble que les tâches 2 ou 3, alors pour acquérir les données pour les tâches 2 et 3 serait peut-être pertinent pour nous. Je remets mon micro. Oui, très bien, merci Mina. Donc, on avait la semaine dernière une participation d'un des collègues, mais c'était du LIF, il me semble. Je vérifie. Oui, tout à fait. C'était Lionel Herzog et on Oui. est tous les deux au LIF, alors laboratoire d'inventaire forestier. D'accord, très bien. Donc, effectivement, c'est important. Ça fait partie des organismes qu'on avait déjà pré-identifiés comme partenaires. C'est important qu'effectivement, on puisse rajouter dans la méthodologie d'inventaire des données qui sont liées aux dommages.
liées aux perturbations qui peuvent toucher les forêts. Il y en a déjà certaines. Les spécialistes monorisques souhaiteraient chacun dans leur spécialité avoir effectivement plus de données systématiquement récoltées lors des passages en inventaire. Évidemment, il ne sera pas possible d'accéder à toutes les demandes, mais que peut-on améliorer aujourd'hui et comment analyser ces données dans une perspective d'avoir des indicateurs sur l'ensemble de la France et d'avoir une vision aussi en profondeur sur l'historique et l'évolution de ces dommages, c'est évidemment des choses qui nous intéressent tous. Donc, on reviendra en discussion dans la construction. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de continuer à discuter en interne au LIF pour essayer de maturer une proposition et de faire une proposition écrite rapidement. Merci beaucoup. Alors ensuite, dans ma liste, j'ai Johannes Guillemot. Donc Johannes qui a accepté de participer au core groupe pour nous aider un peu à structurer les propositions qui vont être faites et vous faire une proposition début juin. Johannes, je te passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, voilà, moi c'est Johannes Guillemot, je travaille au CIRAD, à l'UMR EcoSol. Donc c'est une UMR qui a pour objet d'étude principale le rôle des organismes du sol et des plantes et leurs interactions dans les cycles biogéochimiques des agroécosystèmes. Voilà, et moi je travaille particulièrement sur le cycle du carbone et de l'eau, en utilisant différentes méthodes de mesure et sur la réponse des arbres à la sécheresse, en particulier appliquée aux plantations, c'est-à-dire à la gestion durable des plantations de production et aux techniques de restauration forestière en milieu tropical de manière majoritaire, principale. Voilà, et puis, alors du coup, l'expression d'intérêt que j'ai discuté, qui n'est pas encore sur le Nextcloud, mais qu'on a discuté cette semaine et puis les semaines d'avant avec quelques collègues, parce qu'on voulait faire peut-être quelque chose d'un petit peu déjà discuté, dégrossi, c'était la clé d'entrée, c'était la diversité comme levier d'adaptation des plantations forestières au changement climatique, un peu dans la lignée de travaux qu'on développe en fait depuis quelques temps dans différents projets. À deux titres, on pensait un petit peu donc la diversité, donc le mélange d'espèces, c'est-à-dire les interactions écologiques qu'il peut y avoir entre des espèces qui poussent dans la même plantation, les mécanismes de complémentarité, etc., qui peuvent permettre d'améliorer la résilience des plantations à des risques multiples. Voilà. Et il y avait également la diversité entendue comme diversité entre écotypes ou provenance, avec tout le travail d'amélioration des matériaux génétiques utilisés en plantation, qui est en tout cas en milieux tropicaux, une aire de recherche parfaitement non défrichée, dans lequel il reste énormément de choses à faire. Et nous, qui avons un petit peu de pratique des plantations forestières tropicales, on se rend compte qu'il y a un levier énorme d'amélioration de la résilience et de la productivité des plantations tropicales. Voilà, voilà, donc ce sera avant le 26 mai sur le Nextcloud. Super, merci Johannes. Merci. Alors, tu te positionnes uniquement sur les aspects forêt tropicale ou de manière plus générique ou plus large? Alors, je veux dire, moi personnellement, en fait, le consortium avec lequel on discute, il n'est pas du tout que tropical. On discute avec Hervé, Jacques Tel en particulier. En fait, on a déjà un petit groupe qui collabore dans divers projets sur cette thématique-là et qui associe des gens qui travaillent en tropical et en tempéré en particulier, Donc non, il n'y avait pas de... C'est juste que j'ai un petit peu l'impression, mais peut-être je me trompe, que cet aspect en particulier amélioration du matériel génétique utilisé en plantation, on part de plus loin sur nos terrains tropicaux qu'en France métropolitaine, voilà, c'est tout. Mais j'imagine que les problématiques sont tout à fait transversales par contre. Ok, bon, en tous les cas, c'est l'occasion de rappeler qu'on est effectivement sur les forêts tempérées et tropicales, donc il ne faut pas se limiter aux forêts tempérées, que c'est important. Et j'ai le sentiment qu'à la fin, on aura peut-être moins de propositions sur les forêts tropicales, donc il faudra peut-être renforcer cet aspect-là pour le bon équilibre du projet. Au passage, tu mentionnais un groupe déjà constitué, travaillant dans le cadre d'autres projets ou d'autres propositions qui sont en cours de dépôt. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il est important de peut-être mentionner dans l'expression d'intérêt.
c'est-à-dire éventuellement les cofinancements qui pourront être opérés et les liens avec d'autres réseaux. On sait bien, ou en tout cas j'en profite pour le rappeler aujourd'hui, que le PEPR Forest ne pourra financer essentiellement que des équipes françaises. Donc, si vous êtes sur des collaborations européennes, voire internationales, ce qui est tout à fait pertinent, il faudra trouver les cofinancements pour associer vos partenaires étrangers. Et ce type de montage d'ingénierie de projet, on pourra l'envisager dans la phase de consolidation. Donc, autant le mentionner dès maintenant. Merci, Johannes. J'ai ensuite dans ma liste Frédéric Bonin. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors, je triche un peu, j'étais déjà là la semaine dernière. Mais du coup, Frédéric Bonin, donc moi je suis doctorant rattaché au CEREFICH, qui est le laboratoire de sciences de gestion de l'Université de Lorraine. Et puis je suis également rattaché à l'UMR Silva, d'INRA et Nancy et AgroParisTech. Donc là, la réflexion qu'on a commencé à avoir, elle porte un petit peu moins sur l'adaptation des forêts ou les dispositifs techniques d'adaptation multirisque, mais un peu plus sur l'adaptation des pratiques dans ce contexte multirisque, puisque ça implique des nouvelles manières de travailler. Et l'idée, ce serait un petit peu de voir comment adapter la planification forestière à ce contexte multirisque, en particulier sur des dispositifs plus agiles et renforcer avec une évaluation plus poussée des performances à la fois écologiques, économiques, sociales des itinéraires sylvicoles. Voilà, et donc on rassemble déjà des sciences de gestion, mais aussi des écologues et puis des économistes sur cette manifestation qui devrait remonter d'ici la fin de semaine. Très bien. Donc pour le moment, la proposition n'est pas encore sur le site, hein, si je me trompe. Non, pas encore. Ouais, d'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup et puis merci pour ton assiduité d'être présent aux deux webinaires. Je pense que tu apprendras certainement à connaître une autre partie de la communauté aujourd'hui, donc c'est tout à fait opportun. Merci Frédéric. J'ai ensuite François Lefebvre dans la liste qui vient après. Bonjour François, mon voisin de bureau. Oui, bonjour. Donc, oui, voisin de bureau d'Éric à Avignon, INRAE. Alors, et puis j'aurais aussi des questions, aussi deux questions qu'on se pose. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de déposé, mais on a des réflexions. Alors, il y a plusieurs propositions qui vont en complémentaire de ce qui vient d'être dit aussi, vers des réflexions de propositions d'options techniques d'adaptation au multirisque. Donc, c'est ça. Et plutôt dans des démarches spécifiques de co-construction. Et ça s'appuie sur l'utilisation de modèles pour faire soit l'évaluation de pratiques sylvicoles, soit pour co-construire avec les gestionnaires des pratiques innovantes, soit l'évaluation de pratiques existantes, soit innovantes. Mais du coup, ça s'appuie. Alors, bon, moi, je suis généticien, donc là, l'intérêt, c'est le couplage entre les approches, intégrer la dimension génétique dans la démarche sylvicole, dans la sylviculture et l'aménagement forestier, les deux. Et du coup, ça s'appuie sur des modèles. Du coup, moi, j'avais un peu une question sur l'articulation entre les tâches 3 et 5, parce que la proposition là, qu'on a en tête, elle est vraiment orientée, adaptation des pratiques, si on peut dire, pour le multirisque, mais basée sur des modèles. J'avais l'impression que le tâche 3 était des modèles plutôt pour comprendre, et la tâche 5 était plutôt réflexion, bouquet d'options pour l'adaptation au multirisque. Et voilà, pour une approche, l'utilisation de modèles pour construire des bouquets d'actions, des bouquets de solutions. Est-ce que c'est plutôt dans la tâche 3 ou dans la tâche 5? C'était un peu ça ma question. Et puis après, en discutant avec Nicolas Martin, donc on avait pour aborder un peu des questions voisines, mais avec des approches différentes, on se posait la question
de l'articulation entre le PC2 et le futur PC1 en remodelage. Voilà, parce que là, on n'a pas encore une vision bien claire. Bon, alors, je comprends bien que PC2, c'est multirisque, le mot d'entrée, donc c'est risque multiple et pas monorisque, ça, d'accord. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres… voilà, l'articulation entre les deux. Donc, mes deux questions, c'était entre tâche 3, tâche 5, dans le cas où on a une utilisation de modèle pour la construction d'options de gestion du multirisque. Je l'avais mis spontanément plutôt dans la tâche 5, mais là, j'avais l'impression que la tâche 5 était plus orientée gouvernance que aspect technique de l'innovation. Ben, ouais, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on est à l'interface, mais j'aurais plutôt tendance à te répondre, et Marielle complétera, que tout ce qui est couplage de modèles, travaux sur les modèles, couplage de modèles, c'est vraiment dans la tâche 3 qu'on envisageait de le mettre, avec la plateforme CAP6, qui est la proposition que l'on fait dans la lettre d'intention qui a été soumise à l'ANR, mais qui peut être effectivement élargie comme vision. Mais la plateforme CAP6, sur laquelle d'ailleurs beaucoup des modèles que tu évoques sont déjà implantés ou en cours d'implantation, permettrait de faire ces opérations de couplage. Donc, dans la proposition, il y avait le couplage, mais surtout, enfin, au moins autant, la dimension co-construction d'itinéraires techniques sylvicoles avec les gestionnaires, en s'appuyant sur le modèle, mais c'est au moins la moitié. Ouais. Alors voilà, ça pointe du doigt quand même l'articulation entre la tâche 5 et la tâche 3. Il y a des aspects qui peuvent être traités dans la tâche 5, qui est justement cette co-construction des scénarios d'adaptation, des stratégies de gestion pour l'adaptation, et que les travaux de couplage et de modélisation que cela génère, parce qu'il va y avoir des allers-retours nécessairement entre les besoins et les travaux de recherche à l'amont, se fassent dans la tâche 3. Donc, il peut y avoir une répartition des forces de travail pour ce que tu proposes entre ces deux tâches. Qu'est-ce que tu en penses, Marielle ? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je dirais que si finalement l'innovation, elle est en termes de modèle, c'est-à-dire proposer un nouveau modèle en couplet, etc., c'est plutôt de la tâche 3. Si derrière, il s'agit de mobiliser un modèle existant pour analyser des nouveaux itinéraires ou proposer de nouvelles stratégies, c'est plutôt de la tâche 5. Mais après, voilà, enfin, c'est un découpage qu'on opère, mais il y a forcément des liens entre les tâches. C'est assez cohérent dans ce PC2, donc c'est pas étonnant. Dans la tâche 3, on a aussi tout ce qui est nouveaux travaux générés par l'approche réellement Ouais, multirisque. Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudra à un moment donné qu'on applique un filtre sur les travaux proposés, et tout ce qui est travaux pour consolider des modèles monorisques soit peut-être reporté à d'autres financements, à des cofinancements, et qu'on se concentre dans ce PC sur réellement les nouveaux challenges scientifiques relatifs au multirisque. Oui, c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a plein de gens, y compris là, qui travaillent sur des risques uniques. Enfin, on vient souvent d'une communauté où on travaille sur des risques simples. Et là, l'objectif, c'est vraiment de l'étendre au multirisque. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on sait faire, mais d'être vraiment ambitieux en élargissant nos approches à cette dimension risque multiple. Ceci dit, pour bien connaître les travaux que tu mènes, François, je sais que c'est une préoccupation que tu as déjà, et notamment avec Victor Fririon, de cette vision multirisque, mais on mentionne ce point-là de façon assez générique pour mieux cadrer, mieux cibler les travaux qui pourraient entrer et ceux qui ne pourraient pas rentrer peut-être dans ce PC2 si on avait des limitations budgétaires. Donc, c'est une forte frontière avec le PC1 en cours de construction. Alors, le PC1 en cours de construction, il nous est difficile d'en parler parce que ce PC a pris un peu de retard et qu'il est à la phase antérieure de cadrage. Le cadrage n'est pas encore fait. Et donc, les discussions qu'on a en ce moment sur le PC2, le PC1 ne les aura qu'à l'automne prochain. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler des contours du PC1 de façon stabilisée aujourd'hui. Ceci dit, je comprends bien que vous avez besoin de cette information
Et je vais me retourner auprès d'Arnaud pour pouvoir voir avec toi, Arnaud, ce que l'on peut dire très rapidement du contour vers lequel s'oriente le PC1 pour un petit peu éclairer nos collègues aujourd'hui. Oui, merci Eric. C'est une très bonne question. Le commentaire un petit peu précédent sur l'effet, pour moi, de enfin, sur la possibilité d'envisager la diversification comme une stratégie d'adaptation, etc., est clairement aussi à la frontière pour moi. C'est-à-dire qu'on est effectivement plutôt dans les solutions d'adaptation, on va dire, et dans l'exploration des solutions d'adaptation. Vous dire aujourd'hui, effectivement, je serais bien embêté sur quel sera exactement le périmètre. Ce que je peux dire, par contre, c'est que l'ensemble ici, là, des éléments de proposition et dans le cadrage du PC2 vont nous permettre aussi d'ajuster le PC1. C'est-à-dire que, évidemment, que ce qui va se faire dans le PC2 va formater aussi ce qui va se faire dans le PC1. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, qu'on essaye d'associer aux premières discussions les membres des autres PC, hein, pour justement ajuster ça au mieux. Pour les collègues qui en prennent en charge le PC1, c'est du coup une tâche qui n'est pas évidente, hein, parce qu'il faut effectivement qu'ils se raccrochent à ça. Mais c'est très important de continuer à faire ces remontées-là et qu'on puisse envisager comme ça le périmètre de la manière la plus intelligente possible en répartissant les actions de recherche. Donc moi, je note tout ça et ça va nous aider à avancer sur la formulation du PC1. Et aussi, je rejoins ce que dit Eric. Je suis totalement conscient du fait que pour vous, c'est pas simple. On essaye de faire au mieux. Voilà, ça fait partie effectivement de la démarche de co-construction, de ses limites aussi et des problèmes que ça engendre. Mais voilà, on va essayer de travailler tous ensemble en intelligence pour que ça s'ajuste au mieux. Mais voilà, j'entends et effectivement, vous avez raison, il y a cet enjeu très clairement d'articulation entre les deux. Donc voilà, désolé de ne pas pouvoir être plus précis là-dessus. Moi, je pense que ce qui est Oui, vas-y, Marielle, je t'en prie. Merci. Je pense que ce qui est important, c'est que pour l'instant, les gens ne se limitent pas. C'est-à-dire qu'ils fassent leurs expressions d'intérêt. S'ils pensent que c'est dans le PC2 pour le moment, qu'ils la fassent au PC2, il n'y a pas de souci. Et ensuite, nous, on pourra toujours adapter en se disant, bah, finalement, ça, c'est plutôt du ressort du PC1. Et à ce moment-là, c'est nous qui ferons les ajustements. Mais je pense qu'il est important de ne pas se limiter pour le moment, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que le PC1, dans tous les cas, embarquera les questions de récupération après perturbation ou après exploitation forestière importante, en considérant finalement que ces perturbations sont des opportunités pour l'adaptation et pour amorcer un certain nombre d'actions d'ajustement dans les trajectoires des peuplements forestiers. Oui, on va dire que le PC1 va s'orienter sur effectivement cibler davantage sur les options de récupération et de solutions basées sur la nature, comme on le disait tout à l'heure, avec notre mission qui va être d'essayer d'apporter des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, des leviers d'adaptation. Qui va être, je pense, une des idées dominantes du PC1. Donc, effectivement, ce que vous avez mentionné irait plus à ce stade-là dans le PC1. De la même manière sur la gouvernance. Sur la gouvernance, on a parlé aussi. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à bien comprendre et à bien appréhender les enjeux de gouvernance, c'est-à-dire les leviers d'action en matière de crise. Et on va dire que les solutions pour accompagner les trajectoires d'adaptation relèvent peut-être plutôt de réorientation, de transformation des pratiques de soutien et d'accompagnement de la gestion forestière, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient liées aux politiques publiques. Et donc, dans ce cadre-là, on rentrerait plus dans le PC1. C'est pour le moment les premières ébauches, c'est-à-dire alléger peut-être sur le PC2 cette idée que dans le PC2, il y ait toutes les solutions pour l'adaptation et pour la résilience. Il y a peut-être un enjeu dans ce PC2 à se concentrer sur cette approche effectivement multi-risque et donc, cette approche gestion de crise et a priori là-dessus qu'on est parti dans cet ajustement qu'on est en train de faire. Comme on le disait, pour le moment, c'est très bien si on envisage l'ensemble des enjeux de gouvernance pour l'adaptation, complémentarité avec la résilience, et comme le disait Marielle tout à l'heure, ensuite, voilà, on ajustera au mieux pour répartir les moyens. Merci Arnaud pour ces précisions. Je vois que Johannes a levé la main.
Oui, merci. J'avais juste une question annexe. En fait, donc, on avait aussi bien sûr identifié qu'on était certainement un petit peu à la frontière entre PC1 et PC2. Je me demandais si il était possible et souhaitable, par exemple, de faire remonter cette expression d'intérêt dans les deux PC, ou c'est mieux d'en cibler un et les ajustements se feront par la suite? Est-ce qu'il y a une... Non, pour le moment, l'intérêt, c'est qu'on a une animation c'est ce que disait Marielle, hein, on a une animation dans le PC2 qui se déploie avec, on a réussi, enfin, je pense que tout le monde a compris effectivement autour du PC2 quel était le champ de réflexion qu'il y avait, le champ des recherches qui étaient concernés. Et donc, il est structuré. Il y a enfin, voilà, il y a une base sur laquelle enfin, c'est mieux pour le moment de les récupérer là. Voilà. Et de drainer toute cette discussion au sein du PC2, ce qui est aussi un peu lourd pour Marielle et Eric, hein, on en est conscient, mais ils sont costauds. Donc, non, ce qu'on va dire, c'est qu'effectivement, c'est on encourage tout le monde à participer à ce PC2 et à faire ses propositions dans ce PC2 à ce stade-là, parce qu'il est en situation de gérer cette animation-là. Pour le moment, le PC1 ne l'est pas. Donc voilà, je pense que c'est plus efficace et qu'on a plus de chances d'avancer que dans ce sens-là. J'ai un message de Myriam qui va devoir nous quitter, peut-être avant de partir, si tu as le temps de prendre la parole. Myriam, c'est l'occasion. Oui, merci Eric. Donc moi je participais à ce webinaire avec différentes casquettes, hein, donc en tant que représentante du LabEx Arbre, d'ailleurs comme Nathalie, membre de l'UMR Silva dont le nouveau projet est centré sur la notion de risque et de ses composantes, et en tant bien sûr que directrice du campus AgroParisTech, dans lequel il y a différents enseignants-chercheurs qui ont des difficultés à participer à ce genre de webinaire faute de disponibilité, qui sont intéressés potentiellement par les projets Focus 1, enfin notamment ce projet Focus multirisque, mais aussi le projet Forest Hub. Donc, alors il y a notamment les chercheurs qui contribuent à notre plateforme d'innovation Forestin Lab, dont Frédéric fait partie, Frédéric Bonin, hein, qui a évoqué la problématique notamment de l'aménagement, hein, qui est très un concept forestier central pour la gestion durable, qui est très secoué par les modifications du régime de risque. Mais on a aussi plus globalement différents travaux autour de la co-construction de solutions d'adaptation avec les acteurs à l'échelle du territoire, avec des travaux de type recherche-action, mais aussi bien évidemment des liens forts avec l'enseignement, hein. C'est aussi une des raisons de ma présence. C'est important pour nous de s'inscrire dans ce PEPR pour établir le lien avec la formation des futurs acteurs de la gestion de ces risques. Et puis, dernière casquette, le RMT à force, hein, auquel beaucoup des gens présents ici contribuent d'une façon ou d'une autre, dans lequel évidemment la problématique de l'évolution des risques est très importante. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure je ferai une manifestation d'intention à titre personnel, parce que mes disponibilités me permettent plus trop de faire de travaux, mais je voudrais au moins bien relier mes collègues à ces dynamiques et bien comprendre où est-ce qu'ils doivent s'inscrire, hein. Je pense notamment à Christian Piedalu qui n'est pas là et qui est certainement très concerné par ce projet Focus, notamment la tâche 3. Merci de m'avoir donné la parole hors ordre. Merci à toi, Myriam. Oui, c'est bien effectivement de faire le relais avec les collègues des différentes entités que tu as mentionnées. C'est un peu le rôle que vous avez chacun en propre dans vos entités respectives, parce qu'on a le sentiment que la communauté potentielle est très large.
qu'on n'a pas forcément encore des collègues qui, dans leur discipline, se sont appropriés les concepts du risque ou l'approche risque, et que de ce côté-là encore, il y a besoin de maturer les choses. Et on a vraiment vocation à toucher la communauté la plus large possible. C'est la mission que l'ANR a confiée aux différents PEPR et en particulier Forest. Donc, merci ensuite de diffuser l'information au sein de vos services. Bon, ben, ok, merci Myriam. C'est bien noté. On va passer maintenant la parole à Laurence Denex, avec plusieurs casquettes, peut-être aussi, et notamment celle d'Anae France. Bonjour à tous, donc Laurence Denex, donc moi je suis directrice de recherche à INRAE sur Bordeaux, dans l'UMR ISPA. Mais je suis là en fait aujourd'hui parce que je co-anime donc l'infrastructure de recherche Anae France. Et donc c'est à ce titre que je participe. Donc Anae France, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est donc l'analyse et l'expérimentation des écosystèmes. Donc pour la partie forestière, ça correspond en fait à 11 sites forestiers expérimentaux qui sont tous instrumentés, pour lesquels on peut donc faire des mesures. Il y a des mesures long terme qui sont faites, mais il y a aussi des collectes d'échantillons. Ces sites sont situés soit sous climat tempéré, soit sous climat méditerranéen, soit sous climat tropicaux. Les expérimentations qui sont faites, ça va concerner l'exclusion de pluie, l'irrigation, la fertilisation, le tassement, des différences de gestion sylvicole, des différences d'espèces également, avec des sites qui sont, enfin des parcelles qui sont monospécifiques, des parcelles qui sont en mélange. J'ai entendu parler de biodiversité tout à l'heure, il y a des parcelles qui pourraient répondre à ça. Et donc, là, moi, je suis là pour voir avec vous en quoi l'infrastructure pourrait apporter un soutien au projet et donc être le relais vis-à-vis des différents sites et des différentes problématiques que vous pouvez avoir. Donc, c'est accès aux sites, accès à des échantillons, accès à des données, en particulier sur des chroniques longues, puisqu'il y a des sites qui ont plus de 10 ans de recul de chroniques. Donc voilà, très rapidement, en fait, la raison pour laquelle je suis là. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport aux différents projets que vous êtes en train de monter, aux différentes idées que vous avez pour voir en quoi on pourrait apporter un soutien et vous fournir une aide pour répondre à cette problématique ou aux problématiques des autres PC, parce qu'en fait, il y a le multirisque, mais il y a aussi peut-être d'autres problématiques. Oui, merci Laurence. Donc c'est important qu'on ait bien conscience de la nécessaire intégration de ces infrastructures de recherche dans nos projets ciblés et dans le PEPR en général, parce que, comme on l'a dit, on est sur des financements sur cette année, donc on dépasse le cadre habituel des projets de courte durée, et on s'inscrit vraiment dans ce qui pourrait appuyer, soutenir des actions de financement de suivi de long terme. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces infrastructures. Donc, il faut qu'on arrive à trouver l'articulation. La semaine dernière, on a eu, par exemple, Nathalie Korbulewski, qui est donc en Centre-Val de Loire et qui anime un de ces sites expérimentaux Optimix et qui était très intéressé pour introduire dans ses suivis des aspects de dommages, des aspects de suivi de perturbations. Et donc, c'est un des dispositifs constitutifs de l'infrastructure. Donc, l'appel que tu fais, Laurence, il peut venir aussi des chercheurs de base qui sont dans ces sites et qui peuvent avoir des idées sur le type de suivi à rajouter
Il y a aussi toutes ces données que tu mentionnais, voire ces échantillons qui ont déjà été récoltés, qu'on peut revisiter, qu'on peut réanalyser sur des séries longues avec une vision risque, avec l'idée de déduire des indicateurs de dommages, des indicateurs d'impact de ces perturbations. Donc voilà, tout ça, c'est très ouvert, mais je pense qu'il était important de mentionner qu'on devrait avoir une accroche particulière avec ces infrastructures de recherche. Donc, à vous, les chercheurs, de trouver cette articulation et de nous faire des propositions dans ce sens. Et puis, Laurence, toi, tu auras un peu cette vision globale sur l'ensemble du dispositif et pour rediffuser en interne les possibilités d'accompagnement de ce PC. Donc, on pourra avoir aussi une discussion similaire avec les représentants d'Insilva, avec Laurent Saint-André, ou d'autres réseaux, ICOS par exemple, avec Benjamin Loubet. Au sein du tour de table, là, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà impliqués dans des sites de suivi de long terme relevant d'ANAE? Bon, évidemment, nous, à l'URFM, avec le site de Font-Blanche et des exclusions ou apports d'eau. Et on a Nicolas Martin qui est autour de la table, qui pourra le mentionner tout à l'heure. Il y a d'autres sites auxquels vous pensez associer le PC2? En forêt tropicale, Johannes, tu as des choses qui relèvent d'ANAE? Alors nous, on était dans la phase préliminaire, mais je ne crois pas qu'on soit entré dans la phase finale d'ANAE. Mais oui, on a plusieurs sites type ANAE en termes de suivi, quoi. Peut-être pas en termes de prestation de plateforme et de tarification, par contre. Ok. Merci Laurence. J'ai maintenant Caroline dans la suite logique de ma liste. Et bonjour à tous. Caroline Tessier, je suis désolée, il n'y avait pas mon nom en fait dans mon identifiant. Donc Caroline Tessier, je suis INRAE Biofora, donc c'est à Orléans et je ne serai pas la seule de cette unité à présenter. Donc globalement, nous on travaille plutôt sur la valorisation et l'amélioration génétique des arbres forestiers, donc avec plusieurs conifères et quelques feuillus. Et en travaillant un petit peu aussi sur les interactions justement entre espèces, entre différentes provenances et aussi avec évidemment tout ce qui est environnement abiotique. Donc ça, c'est juste pour vous situer un petit peu le travail de l'unité. Et moi, plus particulièrement, en fait, j'aborde depuis quelques années, pas beaucoup, mais quand même quelques années, la qualité des graines. Donc une caractérisation physiologique, biochimique des graines. Et finalement, j'ai envie de développer de plus en plus, de voir quel est son déterminisme, pourquoi, quelle est sa composition et quelle est l'entrée finalement environnementale dans sa composition. Donc, c'est en cela finalement que je suis intéressée par ce PC2. Par contre, on n'a pas au sein de l'unité défini encore de stratégie par rapport à ce PC. Donc, on est en réflexion là-dessus. Je pense qu'on va essayer de proposer quelque chose, mais on n'est pas assez avancé. Donc, il nous tarde un petit peu d'avoir la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Ok, ben, je pense que oui, c'est des situations que partagent plusieurs collègues, hein, d'être encore dans une phase assez préliminaire. Mais c'est bien de participer, de se poser la question, puis ensuite de rediffuser au sein de Biofora. En fait, au départ, en regardant la première présentation qu'il y a eu du PEPR, c'est vrai que Marielle présentait vraiment j'avais perçu plus finalement le développement d'outils et de méthodes pour justement faire cette interaction, tenir compte de cette interaction entre les différentes variables environnementales. Et là, j'ai l'impression que quand même, on peut aussi participer en apportant de la donnée et en essayant d'analyser au mieux. Donc, oui, c'est un peu plus détaillé là ce que je dis. Donc effectivement, exactement. ça laisse plus d'espace. Ouais. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra se poser la question de la pertinence de faire des propositions au PC1 sur les phases de récupération, puisqu'évidemment, la phase de régénération, de plantation,
avec des arbres améliorés, avec des graines de qualité, concernera aussi le PC1, donc discussion à suivre sur certaines articulations, comme on l'évoquait tout à l'heure. Tout à fait. Merci. Est-ce que je peux passer maintenant la parole à Ivan? Oui, tu peux. Bonjour Merci, tout le Ivan. monde. Alors, moi, je suis dans la même unité qu'Éric et que François Lefebvre, même si je suis à l'étage en dessous. Et je suis généticien de l'adaptation des arbres forestiers à l'environnement et au changement climatique. Donc moi, je suis en train de monter une proposition de fiche qui va être déposée d'ici vendredi, pour laquelle j'essaie aussi d'impliquer d'autres collègues, au moins en termes d'adhésion et soutien, pas forcément en termes de rédaction. Certains sont ici. Donc, moi, l'idée, c'est que l'angle d'attaque que je prends, c'est le risque d'effondrement démographique des populations. Et en le lisant à peu près dans le schéma de l'IPCC, le triangle exposition, sensibilité, capacité d'adaptation ou aléa, vulnérabilité, exposition, selon lequel des deux on veut prendre. Avec l'idée qu'il y a des facteurs intrinsèques de capacité des populations à se maintenir, que leur capacité d'adaptation génétique, ça a été cité tout à l'heure, de plasticité de réponse, et en face, il y a les événements qui peuvent altérer la démographie, des événements extrêmes, de toutes sortes liées à un changement climatique. Et l'idée là, c'est, bon, évidemment, il y a une interaction de choses-là sur le résultat, sur la résultante, donc sur le fait que une population bascule ou pas vers le risque d'effondrement, mais aussi ces deux facteurs déterminent comment l'autre contribue à ce risque. Donc, en fait, il y a des interactions entre les deux, non seulement dans le résultat, mais aussi dans leur façon, dans leur fonction de réponse, pour ainsi dire. Donc, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Donc, c'est vraiment l'intégration de risques déjà au niveau de leur façon de s'exprimer, entre guillemets. Et donc, cette chose-là, déjà, vous remarquez que je n'ai pas prononcé une seule fois le mot arbre ou forêt. Parce que, ça, c'est totalement générique. Ça pourrait s'appliquer aux arbres, aux champignons, aux chevreuils, mais aussi aux langoustes, si on était dans les océans. Donc, ça a vocation à prendre en compte, c'est une approche générique, même si moi je travaille plutôt sur l'arbre comme organisme. Et en plus, moi ce qui m'intéresserait, c'est encore plus séduisant là, c'est grâce à l'échelle temporelle des projets ciblés, c'est de pouvoir passer à l'échelon suivant, c'est-à-dire travailler aussi sur des communautés ou alors des sous-ensembles de communautés. Par exemple, des interactions, regarder tout ça dans l'interaction arbre-insecte ou arbre-champignon, choses comme ça, ou tripartite même. Et ça, ce serait vraiment encore plus sexy parce que, bon, plus ou moins, on sait où on va tomber si on le fait à l'échelle d'un seul peuplement d'une seule espèce. Mais là où c'est nettement plus intéressant, même en termes de modélisation, c'est de le faire à une échelle du communautaire, encore plus dans l'écosystème. Mais là, je ne m'avance pas. Je pense que si déjà on arrivait à faire des interactions simples, bipartites ou tripartites, ce serait une très belle chose. Voilà. Et j'ai une question très technique sur la fiche, parce que dans la version que j'ai reçue de la fiche, j'ai vu qu'il y a une limitation du nombre de lignes sur une des sections, mais pas sur les autres. Est-ce que ça veut dire que je peux écrire 10 pages dans un pacte attendu ou il y a quand même des limites? Je reconnais là ton esprit taquin. Non, bah effectivement, le but du jeu, c'est d'avoir des propositions qui soient relativement brèves pour être lues rapidement par tous.
et ensuite qu'on puisse travailler sur des choses plus complètes. Donc, tu auras l'occasion d'écrire tes 10 pages si, si on arrive à intégrer cette proposition dans le projet global. Donc, oui, très intéressante ta proposition. Donc, effectivement, un pas vers le socio-écosystème forestier dans sa composante plus écosystème que social, mais déjà au sens de la communauté, intégrant éventuellement des éléments de la faune et de la flore et des interactions arbre-insecte, ce serait un bon exemple à prendre puisque il y a effectivement des risques biotiques et abiotiques qu'on essaye d'articuler au sein de l'URFM. Ok, merci Ivan pour cette proposition. Donc, tu ne l'as pas encore déposée, hein, cette… Non, je me donne encore le temps jusqu'à vendredi. Voilà, D'accord. peaufiner. Très bien, merci. Je regarde s'il y a des mains levées dans le… Non. Alors, je passe maintenant la parole à Thibaut Chauvin de l'ONF. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, du coup, Thibaut Chauvin, chercheur ONF au département RDI, et je suis dans la composante ONF de l'UMR Biofora de Caroline Tessier a présenté juste avant, donc je vais pas redire ce qu'on fait dans la partie dans le Biofora. Pour ma part, moi, je suis plutôt intéressé sur les questions de matériel forestier de reproduction. Sur la production de graines, ce genre de choses. Et je suis là en tant que relais, un peu comme faisait Myriam, pour l'unité, pour essayer de comprendre un peu les contours de ce PC un peu plus clairement et potentiellement pouvoir proposer des choses. Alors, je crois pas alors Caroline, du coup, a dit qu'il y avait quelque chose qui allait être proposé. Moi, pour ma part, je pense que, enfin, pour la partie ONF, nos réflexions sont encore très à l'état embryonnaire pour qu'on puisse proposer quelque chose là. Je pense qu'on ira plus, on attendra plutôt les appels à projets ouverts. Mais c'était l'occasion de voir un peu voilà ce qui se fait, ce qui pourrait être proposé pour aussi essayer de voir si on peut être cohérent pour la suite et puis pas proposer des choses qui puissent être redondantes. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de ma présence là. Voilà. Bah, ok, très bien. Ouais, c'est vraiment aussi le but de ces webinaires. Je suppose que vous êtes aussi répartis les tâches pour participer aux autres webinaires des autres PC pour Il avoir y une a un vision relais qui globale. s'opère. Voilà, exactement. Voilà, c'est pas évident de jongler avec le calendrier et quand on le fait en équipe, c'est plus facile et après on peut mutualiser. Exactement. Très bien. Bon, ben, j'espère que ce webinaire aura apporté de l'éclairage. Merci Thibaut. Et maintenant vient Nicolas Martin dans ma liste. Nicolas, je te passe la parole. Oui, bonjour. Je suis chargé de recherche à l'URFM avec François, Eric, Ivan. Moi, je travaille sur la modélisation du stress hydrique. Et j'ai fait deux propositions qui, je pense, peuvent rentrer dans ce PC. Mais c'est vrai, comme tout le monde, j'ai un peu des interrogations. Est-ce que ça irait pas aussi dans le 1, mais qu'on ne connaît pas. Donc la première, les deux sont très liés. C'est lié à l'utilisation de modèles mécanistes modèles mécanistes du fonctionnement hydrique de la plante, de l'arbre, pour intégrer différentes sources de données, des données de traits mesurées dans des plateformes de mesure de traits, des données de télédétection, des données de climat, et prédire en fait finalement un seul risque, mais qui est lié à beaucoup d'autres en conditions de changement climatique, qui est le risque de stress hydrique. Donc voilà, les deux propositions tournent autour de cette idée. Donc là, la première est vraiment la prédiction spatiale du stress en conditions de climat divers et relier ce stress à d'autres perturbations comme le feu avec cette approche-là que je viens de décrire. Et la deuxième est d'utiliser ce même modèle dans des plateformes de couplage de modèles comme la plateforme Capsys pour les lier à la dynamique forestière, à de la gestion forestière, à de l'évolution des traits, de l'évolution génétique.
Voilà, c'est ça que j'ai proposé. Alors, je les ai peut-être pas déposés, mais je les ai partagés avec plusieurs collègues déjà. Je vais les déposer du coup rapidement sur le mercredi. Ok, merci, super Nicolas. Donc oui, c'était un peu la même démarche qu'on a eu Jean-Luc Dupuis la semaine dernière pour l'approche feu. Il avait évoqué une proposition évidemment autour du risque incendie de forêt et pour contribuer à une plateforme multirisque en apportant donc cette modélisation physique de la propagation du feu, voire statistique de l'activité des feux. Mais donc une proposition monorisque, mais clairement pour aller vers un couplage avec d'autres perturbations, avec d'autres risques au sein d'une plateforme. Il a mentionné aussi CAP6. Donc cette démarche-là est intéressante. C'est dans la phase de co-construction qu'on va rassembler ces différentes propositions et pour en faire un tout qui aille définitivement vers le multirisque. Merci Nicolas. Je passe maintenant la parole à Arnaud. Est-ce que tu veux faire un complément ou tu es là plus en observateur du PEPR? Tu peux peut-être parler de la façon dont avancent les webinaires des autres PC. Oui. Donc, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, hein, on est là vraiment dans une phase de co-construction. Donc, on a, vous avez vu le panorama avec le PC3 et le PC4. Donc, juste une petite précision par rapport au schéma qui était originel par rapport à la mobilisation des sciences sociales, hein, qui faisait l'objet d'un PC, qui était l'ancien PC1. Il y a l'idée, et là on le voit bien dans le risque, hein, toute la pertinence effectivement d'un couplage plus fort entre les sciences sociales et les sciences dures, on va dire, au sens large, où dans ce PC2, c'est très pertinent, hein, on voit bien que ça se construit bien et qu'on a un bel objet là, de couplage. Dans le PC3, on a aussi donc réintroduit un monitoring socio-économique complémentaire au monitoring des forêts. Et pareil, donc dans le PC1, on va travailler ce couplage-là. Donc, on va dans le sens un peu, et ça, c'est en lien avec le retour, comme disait Eric tout à l'heure, qu'on a eu notamment du jury, du CSTP, hein, qui a évalué notre dossier. Donc, le travail progresse bien. On avait bien cette phase-là un peu de porter à connaissance sur le mois de mai, et puis sur le mois de juin, donc des ateliers de travail. Donc, Eric et Marielle vous préciseront un petit peu comment ils vont, eux, organiser ces différentes journées pour avancer plus sur le contenu au mois de juin. Sachant que, voilà, on n'a pas du tout, et ça je le redis, hein, on n'a pas un timing contraint fort. Voilà. L'enjeu est de s'adapter à la progression. Voilà, s'il faut un peu plus de temps pour travailler, pour consolider, on le prendra. On n'a absolument aucun engagement de deadline ou quoi que ce soit pour le moment. Donc, notre objectif serait, et pour tout le monde, hein, on a le souhait d'avancer assez vite pour pouvoir commencer à travailler en 2024, mais début 2024. Mais encore une fois, on prend le temps qu'il faut et c'est très bien. Et c'est le but aussi de ça, de ce dispositif, c'est de prendre le temps d'échanger. Donc, il n'y a rien de figé ni de contraint. L'enjeu, c'est d'utiliser le plus intelligemment possible les moyens qu'on a. Donc, voilà, donc je le redis, il n'y a pas de souci sur le timing. C'était important pour nous de commencer sur la lancée qui avait été engagée dès février avec les collègues, et donc de ne pas laisser traîner le truc en route et de bien avancer avant les vacances de cet été. Mais voilà, s'il y a besoin de temps pour retravailler en septembre, on le prendra, c'est vraiment pas un souci. Il faut plutôt voilà, se donner le temps de bien faire les choses, qu'il n'y ait pas de frustration et que voilà, on ait des beaux objets de recherche à la fin. Tout à l'heure, il a été évoqué la possibilité plutôt de se positionner sur les appels à projets. Le calendrier des appels à projets, tu peux rappeler son démarrage peut-être Oui, donc ils seront, je dirais, on sera en mode glissant par rapport au lancement des PC, puisque on aura besoin, et nous on calera la définition des appels à projets sur la base aussi du périmètre des PC, c'est-à-dire que si on voit effectivement qu'il y a des choses
qui n'ont pas été inclus dans les PC à ce stade, ben, on les introduira, nous, dans la programmation de l'appel à projet, parce que je rappelle, hein, donc on fera la programmation scientifique de l'appel à projet, c'est nous qui écrirons le cahier des charges. Ce n'est pas nous qui ferons la sélection des projets, hein, ce sera un mode ANR classique, mais c'est nous qui écrirons le cahier des charges, donc on aura cette capacité à ajuster pour être complémentaire des PC. Et donc voilà, je pense qu'aussi il faut avoir ce raisonnement-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable pour tout le monde et pour tous d'être dans les PC. Voilà. Que la logique pour nous d'appel à projet, même si ce sont des appels à projet en mode concurrentiel, hein, puisque c'est un appel à projet ouvert, notre objectif est de travailler en amont de ces appels à projet pour, comme on le fait là, accompagner les collègues sur le montage de projets assez conséquents, parce que ce sont des projets autour d'1,5 million d'euros, donc assez voilà, c'est pas des PC, mais ce sont des projets assez conséquents. C'est presque comme des PC, parce qu'au final, c'est moins long. Hein, et donc, il y aura cette opportunité-là, et le calendrier pour nous, c'est de lancer, de faire ça en 2024. Donc, l'animation pour la préparation, la rédaction de l'appel à projet et l'ouverture de l'appel à projet, donc fin 2024. Donc, voilà, ça veut dire, je le redis vraiment, hein, on comprend bien qu'il y a cet effet PC qui est fort, hein, puisque ils structurent et ils sont lancés en premier, mais les appels à projets sont aussi, pour des projets conséquents, des outils qui seront très pertinents et qui, de la même manière, nous, on les construira pour que ce soit au service de tout le monde. Et, puisque c'est l'intérêt, on maîtrise, encore une fois, je rappelle, la programmation scientifique. Donc, ce sera à nous, donc ce sera plutôt en fin 2024. Merci pour ces précisions, Arnaud. S'il n'y a pas plus de questions pour Arnaud, je passe la parole à Claire Venot-Fourré. Bonjour Claire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous ne me voyez pas par contre, c'est ça? Très bien, on t'entend bien. Ouais. Oui, je sais pas, j'ai un problème de caméra, je ne sais pas pourquoi, mais donc tant pis. Merci déjà pour cette présentation. Donc, moi, je travaille à l'UMR Interaction Micro-Organismes à Nancy. Donc, je suis plutôt là. Alors, ma collègue Mireia Gomez-Galello était là la semaine dernière, ouais, c'est ça, où elle a présenté plutôt quelque chose qui serait autour du stress biotique et abiotique, donc plutôt santé des forêts et pathogènes. Donc, moi, j'étais plutôt en réflexion avec mes collègues aussi de l'unité pour proposer quelque chose plutôt autour des processus pédologiques et microbiens, en fait. Donc, à ce jour, notre expression d'intérêt, elle n'est pas déposée, elle est toujours en réflexion. Ça serait plutôt autour de la compréhension multi-échelle, en fait, des processus pédologiques et microbiens pour produire des solutions d'adaptation aux arbres aux contraintes anthropiques et climatiques, en se basant sur le constat, en fait, que globalement, quand on s'intéresse, il y a à la fois des approches très mécanistiques et des approches d'écologie microbienne, où finalement, on s'intéresse à fournir des catalogues de microbiens, mais finalement très peu d'indicateurs des fonctions. Et en fait, c'est des indicateurs de fonctions et des mécanismes qui participent aux interactions des espèces et aussi à l'équilibre des écosystèmes forestiers. Donc, l'idée de notre expression d'intérêt, c'est plutôt d'établir des ponts entre des approches très réductionnistes, justement, et des approches d'ingénierie écologique pour générer des indices de fonctionnels qui seraient pertinents à l'adaptation des espèces aux changements globaux. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, globalement. Pour l'instant, très concrètement, j'ai absolument pas eu le temps de partager ça avec aucune des collaborations qui pourraient être envisagées, à la fois sur Orléans ou sur Bordeaux. Donc voilà, c'est vraiment pour l'instant très, très embryonnaire. Je pense pouvoir le déposer pour vendredi, mais voilà, c'est vu le temps court qui nous a été proposé, j'ai pas eu le temps de faire plus que ça. Voilà. D'accord, bon, bah écoute, bonne consolidation. Alors, la semaine dernière, on a eu Marie-Pierre Turpot, que tu connais peut-être, qui a présenté aussi une intention autour des sols. Et voilà, il y a peut-être des complémentarités, à vous de voir ou pas, donc d'une autre unité nancéenne. Et effectivement, on a confirmé, puisque la question a été posée, que la question des risques sur les sols, risques physiques, risques chimiques, risques biologiques
y compris aux pratiques forestières, faisait bien partie du périmètre de ce PC. Alors là, pour nous, on est au-delà des sols. Enfin, c'est une composante, le sol, mais on est au-delà de l'interface seulement microbe-sol. On est aussi à l'interface entre microbes, arbres, enfin racines, et puis sol, racines, etc. Donc, on veut envisager différentes interfaces en termes de compréhension. D'accord, très bien. Ok, merci pour ça. Maintenant, j'ai Stéphane Maury dans ma liste. Bonjour Stéphane. Bonjour, alors merci pour les éclaircissements et les présentations. Donc, je suis sur Orléans, donc dans l'unité LBLGC. Donc, nous, on travaille en partie donc, sur tout ce qui est forêt, notamment sur le modèle peuplier et les effets de la sécheresse. Donc, on travaille en proximité, vous avez déjà vu Caroline et Thibault avec Biofora, qui est juste à côté Orléans. Et puisque Claire a parlé, voilà, on travaille aussi avec Claire. Donc, il y a plusieurs choses que je voulais dire. La première, c'est qu'il y a aussi un rapprochement avec le master sur lequel on voudra essayer de réfléchir, parce qu'on a un master agro-sciences, environnement, territoire, paysage et forêt, donc qui est très centré sur la partie forêt avec 2 filières, une filière en apprentissage et puis une filière un peu plus recherche, les deux très ciblés sur la forêt d'une manière générale. Donc ça, je sais que c'est peut-être plutôt pour un autre PC, et puis il y aura des intervenants qui, je pense, essaieront de suivre aussi les aspects enseignement. Dans mon équipe, on est surtout focalisé sur les aspects écophysiologie de la sécheresse. Et là où ça devient évidemment pertinent ici, c'est qu'on essaye de rajouter des combinaisons avec d'autres contraintes progressivement. On est historiquement centré vraiment sécheresse. Alors aussi bien les phases de stress que de recovery, donc ça sera en effet limite avec le PC1. Mais on rajoute maintenant des combinaisons avec des intérêts autour des aspects température, nutrition, pollution, ou même d'autres choses encore, sur les aspects peut-être mycorhisation. Donc on est assez ouvert maintenant à essayer de combiner ce qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien sur la réponse à la sécheresse, sa diversité chez le peuplier. On va aussi jusqu'à l'échelle génomique, hein. Donc c'est assez intégré, c'est pour ça qu'on travaille aussi en lien avec Biofora, sur les côtés génétiques du peuplier génomique. Il y a aussi des aspects phytomanagement. Moi, je suis plutôt spécialiste en épigénétique, donc j'essaye de montrer comment il y a des composantes épigénétiques contrôlées par l'environnement qui peuvent moduler des capacités de réponse en termes de plasticité. Et on travaille aussi bien à l'échelle des populations, en épigénétique des populations, qu'à l'échelle des individus ou de la physiologie, de la compréhension des mécanismes, du lien avec la plasticité, l'adaptation, ce qu'on appelle le priming, la capacité des organismes plantes à mieux répondre à une deuxième contrainte suite à un premier challenge. Donc, on est très focalisé sur ces études qui vont globalement donc des populations, individus moléculaires qui mélangent physio et génomique, épigénomique. On sent bien qu'on attend le PC1 pour mieux comprendre comment certaines choses rentreraient mieux dans le PC1. On pense néanmoins qu'il y a toute la dimension diversité des réponses des arbres aux contraintes multiples sur lesquelles nous on est, avec une combinaison sécheresse plus une autre contrainte à minima. Donc on part de ce qu'on maîtrise bien, peuplier sécheresse, et puis on étend sur des combinatoires. Donc j'ai en effet pas encore non plus tout bien compris comment se passeraient les choses, mais j'ai compris qu'il fallait un peu attendre. Donc peut-être qu'en effet on essaiera du coup de faire remonter une fiche au PC2 avec ce qu'on fait, histoire au moins que voilà, ça se perde pas, et quand le PC1 tombera, essayer de voir si ça bascule plus sur l'un, sur l'autre, ou bien divisé entre les deux, puisque dans l'équipe, il y a quand même des gens qui sont totalement écophiles, d'autres qui sont plutôt génétiques. Donc, on a la possibilité d'être peut-être assez large entre PC1 et PC2. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur l'aspect enseignement, l'aspect sécheresse arbre, et puis l'aspect un petit peu plus épigénétique, et peut-être un peu aussi l'originalité. Ok, merci Stéphane. Ouais, je pense que la stratégie proposée, c'est la bonne, commencer par prendre date sur le PC2 et attendre de voir comment se précise le PC1. De toute façon, on travaillera en interaction à la rentrée pour mieux organiser les choses entre ces deux PC. Très bien, merci beaucoup.
Bonjour Claudine, Claudine Richter, donc de l'ONF, je te passe la parole. Bonjour. Alors, désolée, en fait, moi, je suis arrivée un petit peu en cours de route, j'ai eu des problèmes pour me connecter. Alors, du coup, Thibaut est déjà intervenu précédemment, donc c'est peut-être juste pour de toute façon, aller dans une vision un petit peu déjà plus inter-PC. Donc, c'est vrai que côté ONF, on s'est un peu réparti le travail. Donc là, pour l'instant, on participe à différents webinaires. Alors, ce PC2, je ne sais pas si des collègues ONF ont participé au webinaire du 16. Je n'ai pas eu le temps de voir ça. Donc, si tu as l'information, ça m'intéresse. Sur le PC3, sur le PC4, donc c'est 3 PC en fait qu'on cible plus précisément. Et puis par ailleurs, on travaille aussi en échange avec Arnaud Sergio sur des aspects filière, plus filière bois, avec une interrogation sur la manière dont on pourrait l'implémenter dans le PC1, puisqu'il s'intéresse à l'adaptation. Donc on a vu côté adaptation, plutôt phénomène de résilience, mais dans l'adaptation des écosystèmes, le pari aussi que l'on fait, c'est qu'il faut une adaptation de la filière en parallèle. Bon, donc ça, c'est un petit peu... Alors, par contre, ce qu'a dit Thibaut est complètement exact. On n'est pas du tout aujourd'hui en capacité de proposer des choses. On est plutôt en brainstorming, en observation, avec plutôt des questions, effectivement, sur un champ qui est énorme, sur une possibilité, effectivement, de se joindre à certaines communautés, que ce soit dans les PC ou que ce soit après dans les AAP. Donc en fait, il y a différentes choses là qui se sont éclaircies dans le fil de discussion, parce que j'avais aussi des questions moi sur PC1, PC2. Donc, je crois que il y a eu des éléments de réponse. Moi, j'avais en fait aussi une question intrinsèquement entre ce qui est fondamentalement différent entre une contribution d'LPC, enfin je sais pas si je vais être claire dans le questionnement, c'est-à-dire où on est déjà dans une communauté, ou plutôt en se disant on va attendre l'AAP. Donc ça serait quoi en fait est-ce qu'on peut avoir des éléments là-dessus, parce que ça peut peut-être quand même nous aider nous à réfléchir en interne, et puis avec les communautés. Et puis la deuxième question, elle est sur la deadline du 26 mai pour déposer, on va dire une sorte de déclaration d'intérêt. Alors je comprends que c'est nécessaire justement pour alimenter plus précisément les discussions du mois de juin. Mais si on n'est pas à même de pouvoir se positionner fin mai, est-ce que pour autant ça reste ouvert voilà. Alors, en fait, après, en termes de questions, de thématiques, le champ, il est potentiellement énorme, avec un positionnement ONF, qui est celui plutôt d'une interface. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est important aussi dans les échanges qu'on peut avoir au sein des communautés, c'est bien notre interface. Alors après, on est aussi très impliqué dans InSilva, on a des dispositifs... on est dans des réseaux d'expérimentation, on a René Coffort, on est très impliqué dans le RMT, et c'est vrai que nous, nos intérêts, elles vont aller à la fois sur des aspects d'outillage, et là je me fais aussi le relais de réflexion en cours dans le RMT. Il y a eu un appel à projet récent, et en fait qui a mis une large place justement sur on va dire entre guillemets, tout ce qui va être complétude, c'est un mot qui me vient comme ça, mais de la palette d'outils d'aide à la décision pour le gestionnaire, en intégrant d'autres types de risques, ceux liés, on va dire, au climat. Et donc, on était déjà dans une logique de multirisque avec des questions biotiques et d'incendie. Et donc là, on reste de toute façon bien dans cette logique-là, avec également un travail où, donc là, au sein du RMT, on souhaite pouvoir, je dirais aussi, fédérer une communauté pour... je dirais avoir à la fois une vision d'expression de la communauté des modélisateurs, des outils, des modèles existants, de ce qui serait
du coup mobilisables ou à développer pour, je dirais ensuite, mettre à disposition des gestionnaires. Et quand je dis ça, on est complètement, pour moi, emboîté avec ce qui a été exprimé, notamment dans le 4 et le 5, la tâche 4 et 5, si je me trompe. Donc là, c'est des aspects d'outillage, et puis après, il y a des aspects de levier, des leviers sur des aspects essence. Donc là aussi, matériel forestier de reproduction, donc ça, on a évoqué. Et puis après, au niveau des itinéraires sylvicoles eux-mêmes. Donc en fait, on croise potentiellement plein de champs, mais voilà, avec cette logique de positionnement R&D, interface, qui nous fait que voilà, aujourd'hui, il faut plutôt qu'on construise et puis qu'on voit effectivement ce qui est, je dirais, de l'intérêt de se positionner, de pouvoir se positionner déjà dans un PC ou, comme l'évoquait effectivement tout à fait Thibaut, à juste titre, en attente de l'appel à projet. Oui, d'accord. Alors, déjà, pour répondre à ta première question, on n'a pas eu de participation de l'ONF au premier séminaire. Donc, c'est important que vous soyez présents aujourd'hui, ONF et R&D. Bon, l'interface est indispensable parce qu'on a effectivement besoin que justement le besoin des gestionnaires soit exprimé. Ça peut être ça aussi, l'expression d'intérêt, c'est faire ce relais et faire cette interface, qu'elle soit bien prise en compte dans les propositions de recherche qui seront faites en termes d'attente vis-à-vis des résultats de recherche qui vont être à l'issue de ce projet. Donc, pas forcément des propositions de recherche, mais au moins, à minima, une participation qui me semble de toute façon indispensable pour jouer ce rôle dans les deux sens, à la fois d'expression d'intérêt sur les besoins, sur les outils, etc., tout ce que tu as dit, mais en même temps ensuite diffusion des résultats de recherche au sein des services de gestion et de leur bonne utilisation dans l'amélioration progressive. Puisqu'on a 7 ans, donc il y aura plusieurs phases, il y aura certainement des phases avec des boucles où on repartira sur du plus fondamental après avoir fait des tests. Donc, on peut se permettre de prendre le temps de plusieurs boucles de rétroaction dans le continuum recherche-gestion. Voilà, ça, c'est aussi important à prendre en perspective. Le rôle aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'interface avec d'autres structures dans lesquelles l'ONF est partie prenante, tu as cité le RMT à force, donc évidemment une coordination parce qu'il faut aussi qu'on évite les redondances, qu'on trouve les bonnes complémentarités, les bonnes articulations avec cette gouvernance finalement de la recherche-développement française sur les questions de risque en forêt. Après, par rapport à ta question sur être dans le PC d'emblée ou attendre les appels à projets, ça me paraît indispensable que l'ONF soit présent dans le PC d'emblée. Bon, au moins, à minima, pour cet aspect d'interface. Après, avec des propositions de recherche-développement qui sont le cœur de vos travaux, à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous êtes des partenaires qui nous semblent nécessaires, tout comme le CNPF et d'autres entités qu'on a citées tout à l'heure. Sinon, ce serait vraiment, on serait quand même trop déconnecté dans la façon d'organiser ce projet ciblé. Voilà, donc les aspects d'outillage, ce n'était pas vraiment une question, mais j'entends bien ce besoin. Donc nous, évidemment, on est sur la réflexion, l'innovation vers de nouveaux outils, des outils plus couplés, des outils plus intégrés qui aillent vers le multirisque. Il existe déjà des outils qui sont utilisés par les gestionnaires, donc le comparatif entre la palette d'outils existante déjà pratiquée et la palette d'outils émergente plus intégrée, c'est aussi une ambition que l'on a dans ce PC. Et comme vous êtes porteur et utilisateur de ces outils déjà sur la table, vous pouvez avoir ce rôle pour nous aider dans ce benchmarking des outils les plus appropriés aux besoins. Et la deadline du 26 mai, oui, il fallait en mettre une, donc on l'a mise. Après, effectivement, si ça arrive après, on le considérera quand même. Merci.
J'ai répondu à toutes tes questions, Claudine. Il y en avait plusieurs, je pense qu'avec Marielle. OK. Bon, bah, écoute, merci. Il me reste, pour finir, si je crois que j'ai oublié personne, passer la parole à Benjamin Bracchi. Benjamin, bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolé d'être là. Et donc là, j'assiste à la réunion au titre, je suis chercheur à Biogeco et je travaille sur la génétique et la génomique des populations. Et ici, je représente l'équipe 4E qui travaille sur l'évolution dans les écosystèmes forestiers à Biogeco. Donc on a, en tant qu'équipe, décidé de remonter une expression d'intérêt collective. Et donc, on a rédigé une fiche qu'on va soumettre. Et donc, ça a été rédigé principalement par moi-même et par Santiago González Martínez. Et donc, l'idée, globalement, c'est que la variation génétique et phénotypique dans les populations au sein d'une espèce contribue à la fois à la résistance et à la résilience des populations. Donc, résistance, par exemple, à des événements biotiques, et à la résilience après des catastrophes abiotiques. On pense utiliser les concepts de résistance, résilience, vulnérabilité dans nos activités de recherche, aussi bien en écologie, en physiologie au sein de l'équipe, mais aussi en génétique des populations. Et on pense qu'on pourrait contribuer ces visions à la tâche 1. Ensuite, notre recherche, elle vise à comprendre comment les individus et les populations s'adaptent et récupèrent après des changements environnementaux abrupts, comme des sécheresses, des vagues de chaleur ou des attaques par des pathogènes et des herbivores, par exemple. Et donc, c'est cette approche de compréhension et éventuellement de prédiction, on l'applique à la fois à des forêts tempérées, mais aussi à des forêts tropicales au sein de l'équipe. On travaille à l'échelle locale dans des living labs tels que la forêt de Chantilly ou des stations de recherche qui d'ailleurs fait partie du réseau ANAE, il me semble, celle de Paracou. Et on va travailler dans ces cas d'études et en utilisant nos approches et notre perspective un peu évolutive et de variation génétique, on essaye de faire une mise à l'échelle pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'échelle des aires de répartition des espèces. Et donc, on pense que là, donc on voit la variation génétique et phénotypique au sein des espèces et des populations comme des facteurs de résilience et de résistance. Et donc, on pense que nos approches d'études et de prédiction basées sur la variation génétique pourraient contribuer à la tâche 2 et 3. En termes de... Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ah oui. Donc, en fait, notre objectif, ça serait, en termes de résultats, ça serait d'intégrer cette vision de variation intraspécifique et intrapopulation, et aussi au fait que les populations sont adaptées au climat et aux conditions environnementales pré-industrielles, intégrer tout ça dans le framework du multirisque. Et donc, ça pourrait permettre de tester les interactions entre cette variation génétique au sein des espèces et d'autres composantes du risque, comme la gestion forestière ou comme la gestion forestière. Voilà, et oui, et donc comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu parler de modélisation au niveau de l'individu, au niveau de la parcelle avec des outils comme CAP6, et nous, on travaille à ces échelles-là, mais aussi à essayer de se projeter à l'échelle de l'aire de distribution des espèces. Et en termes d'impact, on souhaite que la gestion forestière considère la diversité génétique comme une composante de la biodiversité. On a d'ailleurs contribué au Global Biodiversity Agreement au sein de l'équipe. En ce sens, on voudrait que la diversité phénotypique et génétique au sein des espèces soit considérée comme un composant essentiel de la résistance et de la résilience des forêts, et que ça devienne d'ailleurs un enjeu qui deviennent des enjeux en tant que tels. Et finalement, on voudrait pouvoir contribuer à des
des évaluations de risques, de stratégies de gestion qui visent à faire de l'ingénierie de la diversité génétique, comme par exemple la migration assistée et l'assistée de GeneFlow. Donc voilà, donc là, on a travaillé un petit peu sur ça pour rentrer dans les cases du PC2. Je pense évidemment, on aura aussi certainement remonté quelque chose en PC1, ça paraît évident. Mais voilà, je pense qu'on a quelque chose à apporter ici. Très bien, merci Benjamin. Effectivement, là, on est sur une proposition qui est déjà bien construite, avec effectivement des apports potentiels aussi en termes de récupération sur le PC1. C'est des problématiques que tu exposes, qu'on connaît bien aussi à l'URFM. Donc, je vois tout à fait ce que vous proposez et l'opportunité, la pertinence pour ce PC2, avec des contributions à différents niveaux, à différentes tâches, y compris dans la tâche 1 conceptuelle qui a peu été évoquée jusqu'à présent, mais c'est vraiment un intérêt qu'on a avec Marielle d'aller dans ces développements méthodologiques, d'outils et de concepts, de cadre conceptuel pour le multirisque qui reste encore à approfondir. Ok, merci. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Tu as éteint ton micro, Eric, on ne t'entend plus. Ah ouais. Oui, j'étais en train de dire, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Tout le monde a pu s'exprimer. Le tour de table me semble complet. Ouais. Voilà, donc on a, avec la réunion de la semaine dernière, une bonne vision de ce qui pourrait être proposé dans ce PC. Si vous avez encore, il nous reste 10 petites minutes, donc si vous avez encore des questions, des éléments de discussion, n'hésitez pas, profitez-en. On va mettre tout ce matériel, y compris la présentation sur le SharePoint du PC2 et vous pourrez le regarder. N'hésitez pas non plus à aller regarder les visios des autres PC pour compléter votre information et les articulations que vous pouvez faire dans vos propositions de recherche. Je regarde sur le chat. Il y a des mains qui sont levées. François et Claudine. Oui, Claudine. Ah, j'étais la première. Oui, en fait, c'est une question très ponctuelle. J'ai oublié tout à l'heure de la demander, mais en fait, sur la tâche 2, où en fait, ma question, pardon, elle est sur la tâche 2 et le PC3. Qu'est-ce qui oriente sur le PC3 qui est très fédérateur sur les aspects de monitoring? J'ai compris tout à l'heure qu'il y avait comme mot-clé que le PC3 c'était vraiment des aspects de quantification, mais du coup sur la tâche 2 de ce PC2, qu'est-ce qui définirait en fait son enveloppe? Alors ça c'est parce que je suis aussi arrivée un petit peu tardivement dans la présentation, mais c'est juste aussi une clarification aussi pour moi. Je crois qu'on peut dire que effectivement le PC3 a l'ambition de quantifier de manière un peu globale le carbone en forêt, la biomasse forestière, la santé des forêts, voilà. Et que nous, pour ce qui nous concerne, on focalise sur les risques déjà, les multirisques aussi, donc on est plutôt dans une logique de multicausalité, et puis les processus qui président à ces risques. On peut aussi vouloir affiner le monitoring des dommages et des impacts en étant plus fin que ce que pourrait faire le PC3. Mais évidemment, comme le disait Marielle, il y a des liens forts, il y aura des méthodologies communes, des enrichissements au niveau des outils et des méthodes qu'on fera en lien avec le PC3. D'accord, merci. François? Oui, c'était une question par rapport à la tâche 1, justement, là, le développement conceptuel. Donc, il y a
des corpus qui existent. Bon, il y a des revues biblio, des choses comme ça qui peuvent être faites. Mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup qui va émerger des activités et des recherches menées dans les différentes tâches. Donc, en fait, j'ai un petit peu de mal à voir ce qui pourrait être une proposition dans la tâche 1 sur le développement conceptuel. Est-ce que c'est pas une tâche qui est un peu un hub, justement, et en construction continue avec l'avancée des projets, en dehors de l'aspect synthèse de ce qui existe déjà, les revues systématiques ou les revues biblio? Alors, effectivement, il y a une continuité dans ces aspects-là. Déjà, avec tout ce qui a été fait ces 2 dernières années, notamment au sein du réseau Risque Fort et aussi issu de l'école chercheur sur les multirisques, ou avec l'émergence du métaprogramme sur les risques multiples, X-Risque, et ces appels à propositions, on est à la 2e vague, dans lequel il y a eu des financements déjà d'accordés à des petits consortiums un petit peu exploratoires sur les concepts et les terminologies, surtout les aspects concepts, mais réellement propres au multirisque. Donc, il y a un projet qui s'appelle Rimini, par exemple, qui réunit pas uniquement des chercheurs qui sont des chercheurs en forêt, hein, mais évidemment dans la communauté INRAE, on est aussi avec les risques gravitaires en montagne, on est aussi sur d'autres types de risques plus larges, inondations, etc. Et on a des réflexions en cours sur la conceptualisation du multirisque et des approches qui seraient propres au multirisque ou qui ne le seraient pas et qui seraient simplement l'extension d'approches qui seraient tout simplement monorisques. Et on va se nourrir pour le montage de cette tâche 1, de ces travaux en cours, qui pourront souhaiter faire finalement une 2e phase d'approfondissement au sein du PC2. Voilà. Donc, et puis le lien, comme tu le disais, avec les travaux réalisés dans les autres tâches et les résultats de recherche acquis sur d'autres actions qui pourront révéler de nouvelles visions conceptuelles. Mais on a aussi dans cette tâche 1 tous les aspects méthodologiques et d'outils qui seront passés en revue à l'aune du multirisque. Juste Eric aussi pour rappeler qu'on sait aussi qu'il y a bien évidemment le PEPR IRIMA qui est sur les risques, avec lequel vous avez des liens, et donc ça fait aussi partie des enjeux d'articulation. Tout à fait. IRIMA qui notamment introduit les risques NATEC, c'est-à-dire les risques naturels impactant des risques technologiques, enfin des enjeux technologiques, voire des milieux urbains. Et donc, ce sera privilégié de travailler sur les NATEC dans IRIMA plutôt que dans le PC2. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je ne crois pas. Par contre, on a eu l'arrivée d'un nouveau venu, Julien Sainte-Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Je crois que tu n'as pas pu participer au tour de table, mais si non, je suis arrivé extrêmement en retard, en fait, puisque si tu veux dire un mot quand même sur ton intention et te présenter, ce serait très volontiers. Alors, moi, je suis ingénieur de recherche à AgroParisTech Nancy, au sein de l'UMR Silva. Là, mon intention, c'est plutôt d'essayer de comprendre où en sont les PC, etc. J'avoue que j'ai du mal à me situer dans les différents projets ciblés et à comprendre comment ils s'articulent. Donc, je suis là comme auditeur pour essayer de mieux saisir ce qui se passe. Moi, mon boulot, pour vous dire, je travaille sur la modélisation de la croissance des écosystèmes forestiers. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps. Là, malheureusement, on arrive en fin du webinaire, mais heureusement, je dirais, il a été enregistré. Donc, ce que je te propose, c'est
de l'écouter en podcast. Il y en a eu deux, le 16 mai dernier, puis celui d'aujourd'hui. Oui. Prends plutôt celui du 16 mai dernier pour avoir la présentation de Marielle qui présentait dans le détail la structuration, les attendus, les objectifs de ce PC2, parce que cette semaine, on n'a pas enregistré cette partie-là. Mais dans les deux cas, on a des discussions et des tours de table qui présentent la communauté en train de se structurer et les expressions d'intérêt de cette communauté qui seront les briques de base du montage du projet qu'on consolidera au mois de juin. Voilà. Et puis Myriam Leguet a assisté aussi à la présentation. Elle a dit qu'elle serait aussi un relais vers les chercheurs de l'UMR Silva. Donc n'hésite pas, ou vers moi si tu as besoin. Ouais, parce qu'au niveau de Silva, j'ai l'impression qu'on est un peu désorganisé. Ouais, Très en honnêtement. tout cas, Myriam a dit qu'elle serait un relais vers vous. Et puis n'hésite pas, si tu as besoin, tu peux venir vers moi. Elle était là ce matin ou Oui, elle était là ce matin, ouais. D'accord, ok, bon, on s'est croisés en fait, c'est très bien. Ouais. Ok, bon, merci. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va terminer là ce deuxième webinaire en vous remerciant beaucoup d'avoir participé et d'avoir contribué. Et puis, en vous attendant maintenant sur le Nextcloud avec vos contributions écrites. Et rendez-vous donc, selon le calendrier présenté par Marielle tout à l'heure, qui sera bientôt en ligne, rendez-vous donc début juin pour la suite des événements et la consolidation de tout cela. Merci encore et à bientôt. Juste rappeler que le site internet est ouvert. Donc vous pouvez sur... Ah oui, le site, ça, on l'attendait depuis longtemps, c'est la grande nouvelle du jour. Il est dans le chat, hein, vous avez l'adresse dans le chat. Allez, au revoir et à bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Eh ben voilà, on n'est plus que deux. C'est ce que j'allais dire, ils sont tous partis. Ils ont fui en vitesse. Bon, très bien. C'est bien de voir qu'on est un peu moins nombreux. Du coup, je pense qu'on touche à peu près une 50aine de personnes en tout, quoi. Oui, déjà, on a le sentiment un peu de peut-être avoir asséché, épuisé c'est ça. Le potentiel qui est... C'est assez satisfaisant de se dire qu'en fait, c'est pas 300 personnes qu'on va brasser, mais plutôt 50. Qui est déjà pas mal en soi, mais c'est mieux que 300. Pour pondérer ce que tu dis, en fait, derrière chacun des participants, il peut y en avoir plusieurs, mais bon, on est effectivement sur mais avec une ou deux idées, tu vois. Maîtrisable. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semble en tout cas, que ça reste à une échelle qui est assez humaine quand même. Bon, Par contre, il y avait une personne connectée au début qui n'est pas restée. Catherine Massonnet, ça dit quelque chose? Elle est restée un certain temps, mais elle n'a pas fait le tour de table et au moment, elle n'était plus là à un moment donné, donc je ne sais pas. Je sais pas qui c'est. Oui, effectivement, je l'avais noté. Son nom me dit quelque chose. Je vais chercher dans l'annuaire et on verra bien qui c'est. Ouais, c'est ça. Je la laisse en rouge. Elle n'a pas participé. Du coup. Moi, je constitue la liste des adresses électroniques pour pouvoir diffuser à tout ce monde-là. Si on a des choses suite à la réunion de la semaine prochaine qu'on va faire ensemble, à leur envoyer. Ne serait-ce que rappeler les adresses des liens, un explode et tout. Ouais. Et toi, tu as pu prendre un peu des notes? Bah oui, comme la semaine dernière. Ouais, j'ai fait pareil. Ok, super. Du coup, j'ai 40 personnes en tout. 40? Qui ont participé au tour de table, ouais. D'accord. Ok, bon, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça donne déjà un bel aperçu des... Je trouve qu'on voit déjà un peu les tâches qui vont se remplir assez vite et celles où il va y avoir un peu moins de monde quand même. Ouais, et puis on voit quand même qu'il y a quelques redondances, il va falloir faire des regroupements. Ouais, ou en tout cas proposer à des gens qui n'ont pas l'intention de travailler ensemble, Oui, bien sûr. On va voir ça. Ouais. Par contre, Caroline Tessier, tu connais ou pas? De Biofora, j'arrive pas à retrouver comment ça s'écrit son nom parce que je la retrouve même pas sur internet. Alors. TEI, peut-être. Ah. TEI 2SIER. Ah, quelque chose comme ça, TEI 2SIER. Ouais, je vais essayer de retrouver comment ça s'écrit parce que c'est pas sûr que l'orthographe soit la bonne. Ouais, je la retrouverai. Ok. Et oui, du coup, Biofora, on les avait pas. Non, pas du tout. Tout de suite. Et en fait, moi, j'ai pas mal discuté avec leur DU à ma réunion de DU. Ah oui. À la formation DUA. C'est Léopoldo, je sais plus son nom. Ouais. On a pas mal discuté. Du coup, à toutes les tables, ça discutait un peu PEPR et du coup, il s'est senti un peu plus concerné. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé des forces vives. D'accord, c'est bien. Dans les réunions.
Ok, super. Ouais, c'est bien, fait de la pub. Ouais. Et puis moi, on va avoir beaucoup de propositions de mon unité, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Bah, moi, il y en aura 2 d'ici, je pense. Antonello, Ouais. bah, qu'on a vu la semaine dernière, et Stéphane. Ouais. C'est Et bien aussi, tant Stéphane, mieux. ouais, Mm. ouais. D'accord. Après, moi aussi, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai demandé un poste de CR INRAE en économie des risques multiples, Ah ouais, qui remonte dès la première année en arbitrage à la DG. Donc, je reste assez optimiste. Donc, on verra bien. Mhm. Mais ça pourrait être aussi une force vive Ah intéressante. oui, 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 oui. Donc ce serait un recrutement dans les meilleurs des cas Mm. à partir de février 2024. Septembre. Enfin, c'est septembre 2024. Septembre, tu auras la réponse, mais tu n'auras pas le recrutement. Si, 2024. La réponse, je Ah, vais la voir là. septembre 2024. Oui, 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 oui. 2024, pardon. Oui, oui. Oui. Oui, les Ok. recrutements, nous, c'est toujours en septembre, par contre, PCR. Ouais. Ah oui. Ouais. Nous, c'est à partir de février, des fois. Bah, nous, ils font tu vois, le concours, il est décalé. T'as les... Ah, c'est pour le concours. Oui, tu vas avoir l'arbitrage en 2023, mais après, il faut ouvrir le concours. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ce processus-là, il est un peu long, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Mais enfin, Oui, on oui. verra bien. En tout cas, c'est la première année que je le fais remonter. Donc, s'il passe du premier coup, alors là, c'est assez miraculeux. Mais je me dis En même temps, que tu surfes sur l'air du temps, là. voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai vachement mis en avant auprès du CSD, etc. Qu'avec le PEPR et le métaprogramme, on avait quand même besoin de personnes sur ces thématiques-là et on n'en a pas trop, quoi. On verra bien, écoute. On va croiser les doigts. Bon, je mets au propre ce que je viens de prendre comme note, là, puis je te l'envoie. Ok, merci. Je l'ai mis à la suite, hein, donc c'est dans le même document. Hein. Parfait, parfait. Ouais. Et puis, du coup, ben voilà. On se revoit mardi où on fait le point. Ça marche. Ça te va? Impeccable. Ouais, super. Bon, bah allez, hein. À Bonne fin de bientôt, journée. Marielle. À bientôt. Salut. Au revoir.